You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say. Who gets the oil? Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. He's got a history, Doctor. Violence, insolence, defiance. Why don't you sit down, Mr. Cole? We have a very advanced program, something very different. DiCaprio, De Niro et Scorsese, trio de légende pour Killers of the Flower Moon, le retour du duo Toledano-Nakache avec Une année difficile et un hommage à Terry Gilliam au festival Lyon Lumière. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque mercredi et on va débuter aujourd'hui avec le nouveau Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, fresque de plus de 3 heures plongée dans l'Amérique des années 20 avec donc Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Voilà, et c'est une adaptation du livre enquête de David Grann, paru en France sous le titre La Note américaine. Alors cette histoire vraie donc se passe dans les années 20 dans une réserve indienne de l'Oklahoma. Les Indiens Osage ont été déplacés de terre en terre et vont se retrouver sur une terre riche en pétrole, voilà, où coule à flot donc l'or noir, l'argent évidemment coule à flot aussi et attire évidemment les prédateurs. Parmi eux, William Hale, incarné par Robert De Niro. C'est un éleveur de la région qui se dit l'ami des Osage. Et il va précipiter son neveu, le benêt Ernest, c'est DiCaprio qui s'y colle, dans les bras d'une très riche amérindienne, Molly, campée par la magnétique Lily Gladstone. Et dans le même temps, une série de meurtres inexpliqués au sein de la communauté Osage sème la terreur. Regardez. You gotta pick a side. I don't even know if you love me anymore. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Did your wife say who she was most afraid of? Don't do something you're gonna regret for the rest of your life. I ain't got nothing but regret. Voilà, ce Killers of the Flower Moon marque le premier face-à-face De Niro-DiCaprio devant l'objectif de Martin Scorsese. Un événement donc. Oui, il a fallu attendre longtemps quand même pour les retrouver face-à-face. On se disait qu'à un moment Scorsese allait le faire. Il s'était déjà retrouvé face-à-face, mais face à d'autres cinéastes. De Niro et Scorsese, c'est 9 longs métrages ensemble, hein, je les ai comptés, dont les pierres angulaires que sont Mean Streets, Raging Bull, Les Affranchis, Casino ou plus récemment The Irishman. Concernant Leonardo DiCaprio, c'est beaucoup moins, quand même, 5 collaborations ensemble. Alors je vais tous les citer, ceux-là: Gangs of New York, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street et donc Killers of the Flower Moon. Voilà, et ce face-à-face, qu'on peut dire, c'est qu'au-delà même de sa qualité intrinsèque du film et de son sujet, tient donc de la pure mythologie cinématographique. Et d'ailleurs, Leonardo DiCaprio, qui accompagnait le film lors du dernier festival de Cannes, ne tarissait pas d'éloges sur son mentor, Martin Scorsese. Écoutez-le. Martin Scorsese est devenu le plus grand réalisateur de notre époque. Il continue de faire des grands films qui racontent des histoires importantes, comme ce film. Et comme chacun de vous, je suis en admiration permanente devant cette capacité qu'il a de dire la vérité à travers ses personnages et ses scénarios. Voilà, Leonardo DiCaprio dithyrambique sur le travail de Martin Scorsese. Justement, est-ce que vous pensez que ce nouveau film peut rentrer dans le panthéon des meilleurs films du réalisateur ? Ouais, sans aucun doute, parce que c'est une œuvre qui est vraiment en tout point fascinante et comme toutes les œuvres d'importance, transcendent le sujet qu'ils sont censés traiter. En l'occurrence ici, à travers l'histoire d'amour contrarié, c'est un vrai euphémisme entre le blanc-bec Ernest et donc l'amérindienne Molly. Ce sont les fondements même de l'Amérique que sont d'ici Scorsese, une relation
tortueuse, complexe, violente. Voilà, et c'est vrai qu'à côté du ténébreux Ernest Buckert, donc le Benet incarné par DiCaprio, il y a la silencieuse Molly Kyle qui semble porter en elle, voilà, formidable, qui semble porter en elle vraiment le poids de toutes les fautes d'une humanité à bout de souffle. Ça, c'est vraiment une mystique vraiment purement scorsésienne. On voit son visage baigné comme ça d'un clair-obscur où la peur et la douleur se joignent constamment. Elle devient presque iconique, ce visage. C'est de là que tout converge sur cette figure inquiète. Donc le film, il dessine vraiment les contours de son propre territoire. Refuge, donc, je l'ai dit, d'une humanité blessée, voilà, mais toujours debout. Donc c'est magnifique. On peut parler d'un chef-d'œuvre donc pour Thomas Borès. Bon, on va passer à Une année difficile, nouvelle comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Jonathan Cohen, Pio Marmaille ou encore Noémie Merlan, où comment deux énergumènes surendettés et en bout de course vont finir par intégrer par opportunisme une association de militants écolos. On regarde et on en parle juste après. Dispersez-vous! On ne descendra pas! Ne nous cherchez! Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi, mais il se passera rien entre nous. On ne descendra pas! Ne nous cherchez! Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Objectif! Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Voilà, c'est un secret, peut-être pas pour vous. J'ai toujours trouvé effectivement assez embarrassant et balourd le cinéma du duo Toledano-Nakache, dont l'efficacité, ça qui est bien réel, je trouve masque mal les limites de leur pensée d'auteur. Et là vraiment, ça se révèle en tout point dans ce film. Les deux cinéastes ridiculisent ici les militants écolos, incapables d'imaginer que les deux énergumènes interprétés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen profitent de leur combat pour boire des bières à l'œil. On n'y croit pas vraiment. Alors, loin s'en faut, on peut se moquer, c'est le principe même de la comédie. Ce qui manque ici vraiment singulièrement, un peu comme dans tous leurs films, c'est un esprit critique, voilà, une espèce de regard intelligent et distancié sur ce qu'ils racontent. Voilà. Et contrairement à d'habitude, il n'y a même plus le sens de la fête, pour paraphraser de leur film, dans le scénario, qui permettent éventuellement de faire passer la pilule. Bon, très sévère avec les réalisateurs qui ont quand même réuni des millions de spectateurs devant Intouchable. On le rappelle. D'ailleurs, les acteurs du film vont avoir l'occasion de se défendre puisque j'ai pu les rencontrer lors d'une interview. Jonathan Cohen et Pio Marmaille qui seront donc à l'affiche. On va maintenant passer au festival Lyon Lumière qui se tient en ce moment, grand-messe du cinéma de patrimoine. On y retrouve notamment de grands classiques du 7e art dans des copies restaurées avec cette année, Thomas, le légendaire L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Voilà, Terry Gilliam était à 82 ans présent à Lyon. J'y étais moi-même, j'en reviens à peine. Le cinéaste, donc né aux États-Unis, mais britannique de nationalité, membre des cultissimes Monty Python, est en pleine forme. Il accompagnait, donc, vous l'avez dit, la version restaurée de L'Armée des 12 singes, qui ressortira d'ailleurs à partir du 8 novembre prochain dans les salles. Bruce Willis, Madeleine Stowe ou encore Brad Pitt se retrouvent ici dans un monde apocalyptique où l'espèce humaine a été quasiment intégralement anéanti. Allez, on regarde à quoi ça ressemble et on reparle de ça après. Who do you think it is? 1996. Oh, 1996 is the future. The army of the 12 monkeys, they're the ones who spread the virus. That's why I'm here. Are you going to save us, Mr. Cole? Apocalyptic visions. Looking after the human race? It's a great idea. I want the future to be unknown. I want to stay here with you. You want me to, don't you? Get you out. I know some things that you don't know. My dream just now. You can't trick us, you know. You can't hide from them. They're everywhere. L'Armée des 12 singes, film de science-fiction déjanté de 1996 et inspiré du court-métrage culte du français Chris Marker, La Jetée. Alors Terry Gilliam a fait le déplacement à Lyon et France 24 a pu l'interroger justement sur son rapport au cinéma français. Écoutez-le. Le cinéma français, c'est une influence négative. Ça m'a fait croire à la théorie de l'auteur, à laquelle je ne crois plus. L'idée qu'un grand film, c'est le résultat du seul génie de son réalisateur, ça n'a pas de sens. Mais j'ai adoré la nouvelle vague. Cela a été une nouvelle manière de voir le monde, spécifiquement pour un Américain. Les États-Unis avaient déjà leur cinéma bien établi,
Puis les Français sont arrivés et ont tout bousculé. Godard, Truffaut ont impressionné le monde entier. Terry Gilliam a donné une masterclass et vous y étiez. Oui, alors il était question de l'Armée des 12 singes, mais il y avait aussi beaucoup de proutes, parce qu'en fait, Terry Gilliam, en bon punk qu'il est, et enfant terrible, eh bien, n'aime pas tellement ces rendez-vous un peu solennels. Donc dès qu'il y avait une réponse, il faisait une réponse un peu importante et un peu longue, il finissait par un... histoire de dire, voilà, ne me prenez pas vraiment au sérieux. Parmi les anecdotes qu'il a racontées sur l'Armée des 12 singes, il nous a raconté effectivement que Bruce Willis, il l'avait vu dans Die Hard, le piège de cristal de John McTiernan, et il l'avait vu pleurer au téléphone. Il se disait, cette espèce de brute, cet action hero, eh bien, qui arrive à pleurer dans un film, il faut que je travaille avec cet acteur-là. Voilà. Alors, autre cinéaste de légende, l'Allemand Wim Wenders, qui évidemment auteur de Paris, Texas ou des Ailes du désir, et lui va recevoir le prestigieux prix Lumière du Festival lyonnais. Voilà, Wim Wenders est la 15e donc, personnalité à recevoir ce que Thierry Frémaux, le grand ordonnateur de ce raout lyonnais, aime à qualifier comme le prix Nobel du cinéma. Rien que ça, c'est Clint Eastwood qui en 2009 avait essuyé les plates, suivi de plus ou moins près par Ken Loach, Martin Scorsese, Wong Kar-wai, Francis Ford Coppola, Catherine Deneuve, bref. Pour les cinéphiles, cette célébration du cinéaste allemand sera bien l'occasion de vérifier ce qui résiste de cette œuvre polymorphe. Voilà, notamment son côté très americana avec l'ami américain, l'état des choses, ou encore ce film Les Ailes du désir sur l'effondrement, juste avant l'effondrement du mur de Berlin. Voilà, en attendant, Wim Wenders, il est toujours très actif, il propose cette semaine dans les salles son nouveau documentaire, c'est en 3D, en 3 dimensions, ça s'appelle Anselm, le bruit du temps, un portrait de l'artiste allemand Anselm Kiefer, figure majeure de l'art contemporain, peintre, sculpteur ou encore photographe. À découvrir en 3D. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous voir cette semaine. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec Anselm plongé en 3D dans l'univers de l'artiste contemporain Anselm Kiefer, signé Wim Wenders. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Here he expanded into sculpture and installation. He began to create a world for himself. The German nation has trouble dealing with an artist who wants to grapple with the past of Germany. Die ganze Gesellschaft hat damals geschwiegen. Sind alle am Verstehen des Unvorstellbaren gescheitert. Also ich habe jedem eigentlich einen Spiegel vor das Gesicht gehalten. Der größte Mythos ist der Mensch selbst.